Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle revue de presse, salon exclusif. On va lui trouver un nom approprié éventuellement, je vous le promets. Grand plaisir d'être avec vous ce soir. Joshua est avec moi de son côté, live depuis Montmagny, PQ. Je suis passé dans le coin devant chez vous d'ailleurs cette semaine. C'est vrai? Ouais, exactement. Il n'y avait pas d'auto, j'ai pensé quasiment arrêter. OK, on va y aller tout de suite avec notre sujet de la semaine. On va dire, je pense que c'est pas mal l'évidence. On va se parler un peu de l'Afghanistan ce soir. On n'a pas eu de discussion encore sur le sujet, donc c'est vraiment à chaud. On va essayer d'échanger un peu sur ce qu'on pense est en train de se produire au niveau géopolitique de la chose. Qu'est-ce qui est gagnant, qui est perdant, qu'est-ce qu'on risque de voir, qui pourrait peut-être tirer avantage de la situation, la position des talibans pour les prochaines années, les prochains mois. On va essayer de lire un peu ce qui se passe de ce côté-là, puis voir où la réflexion nous mène. Fait que sans plus tarder, Josh, je sais que tu as travaillé sur le dossier notamment aujourd'hui, hier plutôt. Ouais. Qu'est-ce qui découle de ça de ton côté? Ben, sais-tu, Ben, moi, la première chose que j'aurais envie de dire pour un peu mettre la table, c'est peut-être simplement pour essayer de prendre les choses un peu les mettre en perspective puis les prendre vraiment comme elles sont, telles qu'elles sont. Faut dire en partant que les Américains en ce moment sont en mode panique. C'est en mode crise, là, si on veut. Là. Fait que c'est sûr que moi, l'effet que ça me faisait là, quand je lisais tout plein de publications sur comment l'administration Biden est en train de réagir, comment différentes personnes qui ont été impliquées de près ou de loin en Afghanistan sont en train de réagir, tout le monde est un peu en train de comme paniquer par rapport à tout ça. Puis avec raison, mais ça fait en sorte que je pense que les Américains, pas qu'ils noircissent le portrait, là, mais sont un peu en mode catastrophe là, quand ils voient la situation en Afghanistan. Puis, tu sais, là, comme d'avoir des craintes là, vraiment de comme crise de réfugiés, crise humanitaire, Al-Qaïda qui va revenir, instabilité régionale, le sort des femmes, etc., qui sont toutes comme des préoccupations légitimes, mais je crois quand même que elles sont en partie exagérées là, quand même là, en ce moment, à cause de l'état de panique dans lequel les États-Unis sont. Fait que, mettons ça, je vais comme l'écarter de la table pour l'instant, mais c'est juste une espèce de prémisse là, pour dire que je pense qu'il faut qu'on enlève un peu ces lunettes-là là, pour essayer d'apprécier la situation comme elle est vraiment. T'sais. Parce qu'après ça, évidemment, là, il y a comme c'est comme ça que je te l'avais partagé vite, là. Il y a un changement dans les plaques tectoniques géopolitiques évident en ce moment dans ce qui se trame au Pakistan, pas au Pakistan, en Afghanistan. Puis il y a un réalignement des puissances régionales qui fait en sorte qu'il y a une toute nouvelle dynamique qui se dessine. Une dynamique dans laquelle les États-Unis sont pas vraiment appelés à participer, mais qui va vraiment redéfinir pas juste cette région-là, qui va vraiment redéfinir la place des États-Unis carrément dans le monde. Tu sais, faut pas oublier que les États-Unis ont fait de leur priorité dans leur politique étrangère l'Indo-Pacifique. Ben, l'Afghanistan, même si c'est en Asie centrale, ça a des tentacules jusque dans cette région-là parce que les partenaires régionaux des États-Unis, notamment l'Inde, sont directement impliqués dans la situation de l'Afghanistan. Fait que on a tout plein de joueurs là. Écoute, je vais peut-être les mentionner rapidement en rafale pour le bénéfice des auditeurs, là, mais il faut prendre en considération l'Inde, l'Iran, le Pakistan, la Chine, disons l'Asie centrale, la Russie. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a comme on pourrait élargir le spectre encore un peu plus, Turquie, Israël. Mais bon, essentiellement, tout ce monde-là, là, il y a comme un gros jeu de domino qui a été lancé avec le retrait des Américains. Puis ce jeu de domino-là, c'est ça. Dans le fond, c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir, là, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on anticipe que ça va... c'est quoi la direction que ça va prendre, tout ça. Là-dessus, moi, je te relance tout de suite sur les Américains, là-dessus, je pense que quand tu dis ils l'ont pas vu venir, il y a une chose qu'ils n'ont pas vu venir, c'est certainement la vitesse à laquelle le gouvernement afghan allait s'effondrer. Ils ont vu venir que les talibans allaient prendre le pouvoir. Ça, on en a parlé dans notre... J'ai réécouté... c'est rare, je réécoute des vieux segments, mais j'ai réécouté... je m'énerve trop, mais j'ai réécouté des vieux segments, celui sur l'Afghanistan notamment. Quelqu'un avait dit quelque chose comme « Wow, vous l'aviez vraiment prédit. » Je me disais « Ah, pas vrai, on l'avait-tu prédit? » Puis j'ai été relire un peu le script qu'on avait, puis j'ai réécouté ce segment. Puis c'est vrai qu'on avait... C'était déjà très clair, tu sais, que les talibans allaient revenir au pouvoir, que c'était seulement une question de temps.
la description qu'on avait utilisée à l'époque, puis je trouve que c'est encore très approprié, c'est que c'était digne d'une bande dessinée. Tu sais, les talibans s'en vont, les Américains reviennent, les Américains s'en vont, les talibans reviennent. C'était carrément un élastique. Et plus les Américains déployaient de soldats, plus ils exerçaient le contrôle sur l'Afghanistan. Dès qu'ils en enlevaient, systématiquement, ils perdaient le contrôle. Ouais. Le vide était rempli par les talibans au lieu de par le gouvernement afghan. Fait que ça, je pense qu'il y a personne qui veut vraiment se compter de fausses histoires là-dessus. Tout le monde savait que les talibans étaient pour revenir au pouvoir, ce qui a peut-être surpris un peu les Américains. Puis très certainement, Joe Biden, politiquement. Parce que là, en ce moment, ils ont l'air d'une vraie bande de clowns. C'est clair qu'ils n'ont pas prévu l'effondrement de Kaboul, peut-être de l'Afghanistan, peut-être de tout ce qu'il y a autour. Mais je pense qu'ils ont prévu dans leur tête qu'au moins ils allaient être en mesure d'évacuer leurs troupes, d'évacuer les diplomates, d'évacuer tout le monde avec un cellulaire pour prendre les images de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, que Dieu bénisse les téléphones cellulaires, parce qu'on n'aurait jamais vu ce qui se passait à l'aéroport de Kaboul. Il y a 20, 30, 40 ans. On n'aurait jamais su l'étendue du chaos total, de la honte incroyable dans laquelle les Américains ont quitté ce pays-là. On se l'aurait fait raconter, on aurait pensé que c'était exagéré. On nous aurait dit, tu sais, Benjamin, quand ils ont parti de l'Afghanistan, ils sortaient du monde du toit de l'ambassade, et les gens s'accrochaient après les C-17 pour essayer de sortir de l'Afghanistan. Je l'aurais pas cru. J'aurais dit, voyons donc, c'est un scénario de film, puis c'est mauvais en plus. Ouais. Mais là, c'est la situation devant laquelle on est, puis la seule manière qu'on peut l'expliquer, c'est que les Américains n'avaient pas prévu à quel point le gouvernement afghan n'allait pas se battre pour Kaboul. À quel point ça allait être immédiat comme chute, parce que quand je te dis, ne serait-ce que politiquement, probablement, moi, je me mets dans leur tête ce qu'ils espéraient, là, c'est que ça dure 2, 3 semaines, 1 mois, et là, ils auraient dit, on a été surpris par la vitesse à laquelle, blablabla, mais ça n'aurait pas tombé directement sur leurs épaules. Les gens n'auraient pas fait l'équation aussi directe que le retrait américain a mené à la montée des talibans. Là, que ce soit aussi immédiat, en une journée, en 24 heures à peine à Kaboul, les talibans prennent le contrôle, livrent des discours depuis le bureau où était assis le président du pays, de la République, quelques heures plus tard à peine. Tu sais, c'est impossible de ne pas faire l'équation de dire c'est un échec américain. C'est les Américains. C'est pas, tu sais, si 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, les Américains auraient dit échec du gouvernement afghan à se défendre lui-même. Ça n'a pas d'allure que le gouvernement afghan ne se soit pas battu. On a peut-être sous-estimé à quel point il était structurellement stable quand on y est parti. Ça, c'est notre erreur, mais ils se sont pas battus. Là que ça arrive devant les yeux des Américains et que pendant que les talibans sont à Kaboul, entourent l'aéroport et font la sécurité au-dessus de l'aéroport pour s'assurer que les Américains puissent partir en sécurité. Écoute, c'est impossible de prétendre que t'es pas complicite avec la situation, que t'es pas complice d'une certaine manière quand tu dis que sont là. C'est pas qu'on ne sait pas là qu'ils prennent le pouvoir là. C'est pas qu'on n'est pas au courant. Là. On peut pas plaider dans 3 semaines. Ah, guys, on vient juste de défaire nos bagages. Colin, maudit, c'est plate pour l'Afghanistan. Non, il est encore là. Il aurait pu, s'il avait voulu se battre pour Kaboul, il aurait pu le faire. Je sais pas que c'est une bonne idée, on s'entend. Oh, oui. Mais ça donne une idée dans laquelle il est impossible pour les Américains en ce moment de nier leur responsabilité dans ce qui s'est produit dans l'effondrement du gouvernement afghan parce que, au-delà de l'échec militaire des Américains, à instaurer une sorte de sécurité, on s'entend, pendant quelques années, l'Afghanistan a connu une sécurité relative, surtout à Kaboul, puis dans les villes qui étaient contrôlées par le gouvernement. Mais le vrai échec des Américains, au-delà de l'échec militaire, c'est l'échec à avoir construit ces institutions-là. Tu sais, je le sais, dans un pays qui n'est pas culturellement du tout habitué ou même préparé à ce genre d'intervention-là, puis peut-être qu'il y avait un peu de naïveté là-dedans, mais il reste que sur une période de 20 ans, on se serait attendu à ce qu'un gouvernement dure plus que 24 heures après le départ des Américains. On se serait attendu à ce que l'armée afghane, qui a été équipée à coups de milliards de dollars d'équipement, tu sais, sans être des F-18, là, je voyais des photos hier encore des talibans à côté des Toscanos, les avions qui avaient été offerts par les Américains. Des avions, tu sais, assez basiques, mais ça reste des avions de chasse, de patrouille, qui servaient à mener des frappes aériennes contre les talibans dans l'éventualité où ce serait nécessaire. 45 secondes après le départ des Américains, les talibans étaient à Bagram Air Base en train de ramasser ces avions-là, prendre des photos à côté. Je veux dire, c'est difficile de ne pas y voir un échec incroyable qui représente
les 20 ans de guerre en Afghanistan, de garochage d'argent à gauche et à droite, sans vraiment trop se demander si ça a vraiment un effet opérationnel. On a regardé jamais bien plus loin que le bout de notre nez. Puis là, on parle beaucoup de la responsabilité américaine, mais il faut reconnaître aussi là, qu'il y a 40 pays dans cette coalition-là, là, Ouais. qu'il n'y avait pas seulement les États-Unis. On y a participé, nous autres mêmes. Fait que ce qu'on n'a pas vu venir, je pense, c'est l'effondrement aussi rapide du gouvernement afghan, mais est-ce que c'était vraiment imprévisible? Loin de là, loin de là. L'étendue du choc, je pense, c'est seulement... Il y a beaucoup de dissonance cognitive là-dedans. Tu sais, des gens qui voyaient l'Afghanistan, qui voyaient les États-Unis aussi, quand je te dis les images frappent, c'est de voir un C-17 décoller avec des gens accrochés. Tu vois l'Empire américain. Tu sais, c'est des images qui marquent l'imaginaire, qui réellement marquent l'imaginaire. Un peu... Ça m'a fait penser, je cherche des équivalents, ça me fait penser un peu à cette photo de la jeune fille au Vietnam, brûlée au napalm, les enfants brûlés au napalm qui marchent nus dans la rue, qui a marqué l'imaginaire américain pour ça, parce que c'était une fenêtre sur l'échec du Vietnam, c'était une fenêtre sur l'affrosité du conflit. Là, quand tu vois l'Afghanistan, puis comme je te dis, les C-17 qui décollent comme ça, les gens qui s'accrochent après les tours de transfert, il n'y a pas d'autre manière de dire ces images-là vont passer à l'histoire. Ces images-là vont représenter pendant longtemps, des décennies, comment s'est terminée la guerre en Afghanistan. Et quand je te disais tantôt, God bless les téléphones cellulaires, que Dieu bénisse les celles, c'est une maudite chance, là. Parce qu'effectivement, ça aurait pu arriver n'importe où, à n'importe quel autre moment, on ne l'aurait pas su. Puis là, c'est important que les gens voient ça. Que les Américains voient ça psychologiquement. De quoi ça a l'air, la défaite? De quoi ça a l'air un échec dans un pays à l'étranger? À quel point on peut revenir au point de départ rapidement? C'était nécessaire psychologiquement, puis ça, il faut remercier les dizaines de vidéos. Mais c'est pour ça que quand tantôt je parlais de sentiment de panique ou de l'espèce de catastrophe que les États-Unis sont en train de projeter sur l'Afghanistan, ben c'est exactement ça en fait. Il y a une part de projection dans tout ça, c'est que le scénario catastrophe dans le fond, il va pas se jouer tant que ça en Afghanistan comme eux sont en train de le projeter. Ils sont en train de eux-mêmes le vivre. Tu sais, c'est les États-Unis eux-mêmes qui sont en train de vivre à l'interne leur scénario catastrophe. Là. Je veux dire, c'est quand même, on parle quand même, comme tu disais, d'un échec lamentable, là, vraiment monumental. Là, puis tout le symbole est tellement fort. Ce qui fait que pour les prochaines années, les États-Unis, là, je suis convaincu qu'effectivement cet épisode-là de l'Afghanistan va jouer dur là pour eux, puis pas juste du côté des adversaires qui vont y voir une espèce de signe de faiblesse de la part des États-Unis puis qui vont vouloir en profiter, mais aussi aussi même et surtout chez les alliés. Tu disais tantôt qu'il y avait la coalition internationale qui était en Afghanistan, c'était 40 pays, dont le Canada. Je veux dire, ces 40 pays-là, la prochaine fois que les États-Unis vont vouloir partir dans une guerre aussi importante, s'investir dans un conflit militaire aussi important, vont vraiment y penser à deux fois. Le départ s'est fait de façon tellement cavalière, sans tellement pas de concertation, ni au niveau diplomatique, ni au niveau militaire. Le bourbier, l'espèce de bordel dans lequel tout le monde s'est ramassé. Tu sais, les États-Unis, pour Joe Biden qui voulait miser beaucoup sur les bonnes relations, les alliés, la diplomatie, de l'espèce de partenariat, puis pour être certain que les États-Unis ils faisaient une espèce de tracer une ligne avec le America First de Donald Trump pour aller vers les États-Unis sont de retour. Il a vraiment envoyé le mauvais symbole. Puis c'est vrai que là, à un moment donné, il faut départager. Là. Est-ce que les États-Unis, c'était une bonne chose qu'ils partent de l'Afghanistan? C'était probablement le temps qu'ils tirent la plug, là, sérieux. Effectivement, ça s'enlisait et ça s'enlisait. Est-ce que, par contre, il aurait pu s'y prendre autrement? Ben, c'est ça. Là. Il y a quelque chose dans la façon dont ça a été fait on n'est pas on n'est pas dans les coulisses du pouvoir. Là. On ne sait pas vraiment pourquoi ça s'est organisé de cette façon-là. Pourquoi ça a l'air d'avoir été aussi bâclé. C'est-tu vraiment juste un mauvais service de renseignement qui a complètement mal évalué la situation? Mais ce que moi j'ai entendu, Josh, là-dessus, sur la chute de l'Afghanistan, plus précisément, c'est que beaucoup d'échos de vestiaire comme quoi les factions armées pro-gouvernement ne se sont pas battues, tout simplement. Qu'ils ont vu l'inévitabilité de la chose, qu'ils ont vu que, écoute, à un moment donné, il faut faire 1 + 1 = 2. Eux autres, ils savaient que la seule manière que le gouvernement
qui paie leur salaire, qui maintient, tu sais, qui les approvisionne en armes, en munitions, des Américains qui font l'entraînement, qui assurent les frappes aériennes. Tu sais, ils savaient que le jour où les États-Unis sont partis, il n'y a plus de combat à mener face aux talibans. C'est seulement une question de temps avant que tout ça s'effondre. Donc là, ils ont fait le calcul qu'il n'était pas nécessaire de se battre et qu'il était préférable de négocier avec les talibans, d'entrer dans une discussion de bonne foi. Et écoute, on s'entend, là, tu as un pays à gouverner. Fait que des postes d'administrateurs puis des cadeaux à donner, il y en a en masse. Oui. Fait que tu te mets à la place d'un seigneur de guerre qui a fait la guerre pendant très longtemps avec le gouvernement afghan. C'est juste un bon deal là, quand tu vois sortir les Américains, arriver les talibans, de dire oh, t'es un peu là. On va jaser, puis on va voir où est-ce qu'on pourrait arriver à une entente. Il était inutile de faire couler ça encore plus. Puis je voyais le président afghan qui a quitté le pays, c'était un des premiers points qu'il mentionnait. On va essayer d'éviter plus de bloodshed, comme il dit, Ouais. de faire couler le sang. Puis mentionnons-le là-dessus, là, ça reste quand même un peu de positif. Puis le seul que j'ai vu à date le relever, ironiquement, c'est la Russie. La Russie de Poutine, qui a été le seul jusqu'ici à dire « Attendez un peu, là. Il faut quand même se réjouir d'une chose. » C'est qu'on l'a mentionné aussi dans notre vidéo sur l'Afghanistan. On envisageait beaucoup la guerre civile. Ouais. On pensait qu'avant que le gouvernement afghan s'effondre, passerait une résistance armée. On s'attendait à ce que ce soit sanglant, cette prise de pouvoir par les talibans. Là, ça s'est passé. Ils sont rentrés dans un centre d'achat. Il n'y a pas il y a aucune violence, tu sais. On peut se réjouir de ça d'une manière, parce que si on accepte l'inévitabilité de la chose, alors on reconnaît un peu la futilité du bain de sang qui aurait eu lieu dans l'éventualité où les Américains quittent et les talibans veulent reprendre le pouvoir. La seule alternative qui a un peu de sens, c'est ça. C'est que les talibans arrivent et qu'ils prennent très aisément, sans tirer la moindre balle, sans faire le moindre coup de feu. Puis c'est ce qu'on a vu. Puis d'une manière, il faut s'en réjouir. Là-dessus. Là étant OK. dit. Ouais. Veux-tu y aller? OK, ben écoute, je voulais prendre Non, la balle au vas-y, bon j'écoute. là-dessus pour, si tu permets, pour aller peut-être commencer à regarder un petit peu d'un côté d'un des pays impliqués dans l'affaire. Si les talibans ont réussi à justement s'emparer aussi rapidement, puis sans qu'il y ait une guerre civile, il faut vraiment regarder du côté du soutien qui a été offert par le Pakistan, là. Puis je pense que ce serait intéressant peut-être de se pencher maintenant sur le Pakistan là, dans la discussion pour voir un peu, parce que tu mentionnais tantôt que les États-Unis avaient l'espoir de vouloir, tu sais, justement, y aller partir, mais il y allait avoir des négociations qui allaient continuer entre les talibans et le gouvernement. Puis les États-Unis, eux, ils misaient sur le Pakistan pour être le médiateur dans ces discussions-là. Tu sais, le Pakistan, qui est comme, il est tellement ambivalent, ce pays-là, c'est incroyable, mais que l'administration Biden ait décidé de miser sur le Pakistan pour jouer le rôle de médiateur, alors que depuis le début de la guerre, le Pakistan joue sur les deux fronts, puis tu sais, tout le temps en train de crosser d'un bord, puis pas être correct d'un bord, pas être correct de l'autre, puis tu sais, ils ont toujours activement soutenu les talibans, puis les États-Unis veulent après ça que ce pays-là soit celui qui joue l'intermédiaire dans les négociations. Donc, c'est un peu fort de sauce. D'autant plus qu'après ça, quand on connaît le service de renseignement pakistanais, là, le ISI, Inter-Services Intelligence Agency, tu sais, qui est une des qu'on connaît pas beaucoup, là, honnêtement, moi je la connais pas si bien que ça, là, mais c'est une des agences de renseignement, l'agence de renseignement pakistanaise, là, c'est une des meilleures là au monde, là, vraiment, là, sont vraiment bons, là. On peut aller les mettre en haut là avec le CIA puis le Mossad, là. Puis c'est sûr que eux ont été activement impliqués pendant toutes ces années-là, mais aussi dans l'offensive actuelle pour soutenir les talibans puis s'assurer qu'ils soient capables de prendre la place qu'ils avaient à prendre. Fait que les États-Unis, la relation avec le Pakistan est vraiment étrange. Puis dans ce cas-ci, le Pakistan, ben là, que les talibans prennent le pouvoir, visiblement, ça va jouer en leur faveur. Puis, ben écoute, est-ce que on se lance-tu sur les ramifications politiques de ce que ça représente pour le Pakistan? Veux-tu te lancer là-dessus un peu? Ou... Bien. Ouais, on pourrait y aller. Je me souviens à un moment donné, je me sais plus où j'ai vu ça. Tabarnak, ça me fait rire. C'était, je pense, dans Homeland.
Une série sur la sécurité nationale américaine. Je sais pas laquelle exactement. Je sais pas si c'était ça. Il disait, il y a 3 vérités dans la vie. Bear is good, God is great, and Pakistan is full of shit. Mais c'est que la réalité, c'est que les Pakistanais n'ont jamais collaboré de bonne foi avec les services de renseignement, avec les forces armées américaines sur le conflit en Afghanistan. En fait, l'histoire des talibans en tant que telle, c'est vraiment fascinant, mais c'est essentiellement le Pakistan qui a créé les talibans. Ça s'est retourné contre eux avec le temps. Aujourd'hui, les talibans ont des prétentions territoriales sur certaines zones du Pakistan, notamment, je pense, c'est le Pashtun. Pashtunland, Pashtun, je sais pas comment exactement c'est décrit, mais les terres Pashtun, autrement dit, qui sont un groupe ethnique qui est très, très répandu en Afghanistan, qui est un peu à cheval entre le Pakistan puis l'Afghanistan. Beaucoup de combattants talibans sont Pashtun, d'origine Pashtun, donc plusieurs réclament un Greater Afghanistan, si on veut, qui inclurait des zones du Pakistan. Et ça embête beaucoup le Pakistan, qui a un peu perdu le contrôle sur sa création, qui avait pour début objectif de déstabiliser l'Afghanistan, c'était délibéré. Ils l'ont raté un peu. C'est pas les seuls. On l'a fait plusieurs fois. Pensez aux Moudjahidines. On a armé en masse de groupes armés, nous aussi, qui ont mal tourné. Les talibans, c'en est seulement un de plus sur la liste. Puis moi, ce que je trouve peut-être important de mentionner tantôt, quand tu parlais de relativiser les choses aussi par rapport à l'Afghanistan, c'est que, tu sais, on a été très brainwashé aussi, là, par rapport à ce qui se passait en Afghanistan, puisqu'on a longtemps utilisé, à partir du moment où il était un peu clair qu'il n'y avait pas de porte de sortie évidente au conflit en Afghanistan, le spin est devenu rapidement avancer les droits humains, avancer la cause des femmes, aider les enfants là-bas en construisant des écoles. Mais ça n'a jamais été l'objectif original. Il faut être très clair, là. Si c'était ça notre objectif, on envahirait l'Arabie Saoudite, exact. On envahirait l'Iran, on tellement envahirait, de pays, écoute, on ferait le... La liste est longue, là, si on veut vraiment s'attaquer. Si c'était ça le critère, donc il faut être très honnête avec nous-mêmes. La situation des femmes, puis Josh, je sais pas si c'est toi qui me l'avais mentionné aussi, mais la situation des femmes, quand tu le vois en comparatif avec le reste du monde arabe, le reste du monde musulman, ne sera pas particulièrement pire qu'ailleurs, pas désirable. On peut pas se aussi atroce qu'ailleurs, la situation actuelle. Puis ben oui, c'est ça, il faut quand même déplorer le recul qui va avoir lieu, parce que c'est vrai que depuis 20 ans, les femmes afghanes profitaient d'un certain niveau de liberté, puis d'un certain niveau de certaine quantité de droits. Mais comme je vous dis, il faut relativiser un peu à quoi ressemble une société islamique à travers le monde musulman. Ce sont des sociétés qui sont extraordinairement conservatrices, extraordinairement religieuses, à cheval sur les principes de la charia. On pourrait faire la description de l'Iran, ce serait pas très différent de ce qui va ressembler en Afghanistan. D'ailleurs, ça me lance un peu sur un de ces aspects qui, j'estime, mérite un peu qu'on s'y attarde. Tu vois l'Afghanistan en ce moment qui essaie de quand même concilier, là, qui essaie les talibans n'essaient pas de lancer un message de on va être agressif, on va être dangereux, on va faire reculer les droits des femmes, on va héberger des terroristes. Ils sont très loin de lancer ce genre de message-là. Tout au contraire. On les voit essayer de rassurer la communauté internationale, dire non, inquiétez-vous pas, les femmes sont correctes, arrêtez d'en inventer. Puis, premièrement, comme je dis, il faut relativiser. Il est possible, effectivement, que nous, on fait juste enfler mentalement cette dimension-là de la chose, parce que ça fait 20 ans qu'on nous le répète, que c'est donc bien ça qui est important en Afghanistan. Est-ce que c'est ce que les Afghans estiment important? Faudrait faire une vraie évaluation de la situation, puis qu'est-ce qu'eux désirent vraiment. Mais à un moment donné, il n'y a eu aucune résistance au mouvement taliban, pratiquement aucune. Quand ils sont débarqués à travers beaucoup des régions de l'Afghanistan, dans les régions rurales, ils sont particulièrement appréciés. Ils profitent même d'une certaine légitimité, d'un appui populaire. Fait qu'il faut reconnaître que, tu sais, ce que nous, on estime désirable pour l'Afghanistan n'est peut-être pas le cas. Donc, quand l'Afghanistan nous dit, les talibans, plutôt, je devrais utiliser, nous dit, inquiétez-vous pas, il n'y a aucun problème. Il faut aussi se mettre dans leur place. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à aliéner la communauté internationale? Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à attirer la foudre de la CIA, de toutes les organisations clandestines qui pourraient s'attaquer, notamment au Pakistan, les services clandestins indiens? C'est beaucoup de gens leur avantage à faire tomber les talibans. Au contraire,
Ils semblent lancer un message de conciliation parce qu'ils sont pas stupides. Ils savent qu'ils ont besoin de capital, ils savent qu'ils ont besoin de la paix relative, qu'ils ont besoin d'asseoir leur légitimité. Ça peut pas être le bordel de jour. Non, exact. Là. Ce qui m'amène à te parler rapidement du brain drain, qui doit très certainement être une dimension qu'ils sont en train de considérer actuellement. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à ça hier en voyant ces 6, 7, 8, 10, 12 avions, ces 17 décollires remplis à ras-bord, à battre des records de charges humaines à l'intérieur des avions cargo pour sortir de l'Afghanistan. Et tu dis, la présomption, c'est que ces gens-là sont les collaborateurs de la coalition internationale. Par définition, parlent anglais. Qui parle anglais en Afghanistan? Écoute, j'ai vu une statistique qui m'a effondré complètement. Au moment de l'invasion en 2001, en 2003, quand on est en 2001, qu'on est rentré en Afghanistan, immédiatement après le 11 septembre. C'est l'Irak. 2003, l'Irak. 99% des Afghans ne savaient pas que le 11 septembre avait eu lieu. C'est ça, c'est fou, là. Il n'y avait aucune idée que ça avait eu lieu. Qui est-ce que tu sors de là quand tu sors des gens qui parlent anglais? Tu sors l'élite du pays, tu sors les universitaires, tu sors les gens qui sont multilingues, tu sors les gens qui travaillaient au quotidien dans des emplois avec le public. C'est pas les agriculteurs, ce sont pas les gens dans les milieux ruraux. Le brain drain auquel on est en train d'assister et qui pourrait se continuer dans l'éventualité où les talibans lanceraient des messages contradictoires ou un peu hostiles vis-à-vis ces gens-là, comme quoi sacrez donc votre camp, vous allez collaborer avec les chiens américains. Puis tu sais, il y a un discours là, qu'ils auraient pu adopter. Puis ils le font pas du tout. Au contraire, ils invitent à rester. Pas m'empêcher, ça t'as un pays à reconstruire. Tu as besoin de tes ingénieurs, de tes profs d'université, puis de tes administrateurs. Fait que quand ils disent qu'ils veulent pas persécuter ces gens-là, je suis sceptique comme vous tous, mais faut voir qu'ils ont peut-être un intérêt à ne pas le faire, justement. J'avais lu d'ailleurs là, par rapport à ça que un des enjeux qui était souligné par rapport au fait que justement en 20 ans les États-Unis n'ont pas réussi à vraiment installer un climat institutionnel sain, puis une doctrine militaire bien établie avec des bonnes pratiques militaires et tout ça, c'est justement le fait que une partie importante de la population est analphabète. Mais vraiment une grosse partie de la population là, n'est pas genre lettrée. Ce qui fait que comment est-ce que tu veux bâtir des institutions avec des gens qui n'en sont pas rendus là, tu sais, qui sont pas lettrés? C'est extrêmement difficile. Ce qui fait qu'au final, les personnes qui étaient lettrées, c'était eux qui étaient de facto les collaborateurs des États-Unis. Puis comme tu as dit, c'était probablement ceux qui parlaient aussi anglais. Donc, il y avait comme une poignée de personnes seulement qui étaient capables d'essayer de mettre en place toutes les ambitions des États-Unis pour l'Afghanistan. Puis ces personnes-là, ils veulent... C'est délicat, c'est ça. C'est que, tu disais, effectivement, les talibans voudront pas leur rentrer dessus trop fort. Mais en même temps, ces personnes-là, à quel point ils vont vouloir vraiment rester en Afghanistan? T'sais. Eux, leurs ambitions vont pas être... Leurs ambitions personnelles ou familiales là, vont pas être assouvies en Afghanistan. Le pays est à reconstruire, mais il est à reconstruire sous l'égide de comme des talibans. Eux ont collaboré avec les Américains, ont probablement un peu évolué dans la mentalité par rapport à ça, se sont sûrement même occidentalisés, ils voient le monde un peu autrement. C'est pour ça que les États-Unis, eux autres, ils misent beaucoup sur les sortir de là puis les ramener chez eux. Mais le fait est que le brain drain en question, il pourrait très probablement là, être colmaté par les Chinois. Parce que la Chine, elle, va être capable d'avoir tout plein de contracteurs, dans le fond, qui vont être là puis qui vont dire, vous avez besoin de construire vos institutions, vous avez besoin de construire whatever, là, même des infrastructures, là, puis vous avez besoin de les opérer, puis parce que vous savez pas comment les opérer. Nous, on a des compagnies qui sont capables de faire la gestion, l'opération, la construction de tout ça. Fait qu'on peut vous fournir toute cette main-d'œuvre-là, puis tout ce personnel qualifié-là. Puis les talibans, ils seraient un peu bêtes de dire non, parce que comme tu me l'avais soulevé à un moment donné quand on s'était parlé, qui va prêter de l'argent aux talibans? Et qui va vouloir investir dans le pays? Tu sais, les États-Unis, après la raclée qu'ils viennent de se prendre là, probablement qu'ils sont tannés là, de dépenser 2 milliards de dollars par année. Je dis 2 milliards de dollars, là, je pense encore plus que ça, par année là, dans ce trou à cash-là. Là. Fait que... non, c'est ça exactement. Non, ce qui fait que... Ouais. Non,
moi, pour ce qui est, quand tu t'amènes sur les gagnants à l'étranger, parce que, tu sais, si on prend vraiment beaucoup, 30, 40 000 pieds d'altitude, qu'on regarde la situation, ça, c'est clair que les talibans ont besoin de cash, là. Personne les aime. Tout le monde autour les déteste. L'Iran les voit un peu comme un adversaire régional. Ils n'ont pas vraiment avantage à ce qu'il y ait de l'investissement majeur, tu sais, qu'il soit chinois ou n'importe lequel, en Afghanistan. Le Pakistan, même chose. Il faut se mettre dans la tête du Pakistan comment fonctionne un peu le plan en ce moment de Belt and Road des Chinois pour le plan de domination mondiale de la Chine pour reconstruire un peu l'ancienne route de la soie à travers des infrastructures majeures dans plusieurs pays d'Asie, notamment le Pakistan. Pakistan, je pense que je vais vous mettre une carte à l'écran pour que vous soyez capable de mieux visualiser un peu de quoi je suis en train de parler quand je mentionne le Pakistan de la sorte. Mais il est important de voir que il va y avoir un rôle extraordinairement important pour le Pakistan dans la stratégie chinoise de Belt and Road. Et c'est notamment à cause de la position géographique du Pakistan, qui est directement là où les Chinois ont besoin qu'il soit. L'Afghanistan, non, pas not so much. Beaucoup moins. L'Afghanistan est placé étrangement. C'est un peu incompatible avec les ambitions chinoises parce qu'il n'y a pas d'accès à la mer non plus. Ce sera pas très long. Je vais te mettre une carte Google Maps. Ça va nous donner une ça va permettre de voir à quel point le corridor est comme... C'est comme une snoot. Ouais, le corridor de Wakhan. Ah non, je veux dire le corridor Chine-Pakistan vers l'océan Indien, là. C'est genre une autoroute qui permet à la Chine d'aller vers l'océan Indien sans passer par la mer de Chine, là. Le Pakistan est éminemment stratégique, là, pour la Chine. Tu vois bien mon écran, ce moment-là? Ouais, là, c'est un peu... Ok, oui. Là, je vois. Ouais. Tu vois bien mon écran? Je vois ta petite flèche aussi. Ouais. Ma carte du monde. Je pense qu'on va les mettre en satellite. C'est quasiment plus facile à voir dans ce temps-là. Mais vous voyez un peu... Ah oui, c'est beaucoup mieux en satellite. Parce que vous voyez, la Chine... le transfert entre l'Afghanistan et la Chine se fait essentiellement par l'Himalaya. C'est pas extraordinairement facile. Il n'y a pas de territoire défini. Vous voyez le petit corridor que juste ici, c'est ce qu'on appelle le corridor de Wakhan. C'est pas tout à fait facile à traverser. Donc, est-ce que les Chinois ont vraiment des ambitions et des possibilités de réaliser ces ambitions-là en Afghanistan? Ce sera pas facile. C'est pas tout à fait évident. C'est important de le comprendre. Quand on se montre bon, si je vais vous arrêter ça, on fait tout une suite infinie. C'est important de le comprendre que le passage entre la Chine et l'Afghanistan n'est pas tout à fait naturel. Tu sais, quand on voit la frontière comme ça sur une carte du monde, on se dit c'est tellement simple. Les Chinois vont commencer à rentrer, sortir des infrastructures, construire ce qui est nécessaire, mais c'est archi montagneux. Loin d'être clair qu'on peut réellement construire quelque chose là-dedans. D'abord. De ça, si on continue notre run là, des alentours, le Pakistan, comme je te disais tantôt, c'est ce que je voulais montrer un peu. Je pense que ce ne sera pas une bonne idée avec les cartes. Ça va prendre un meilleur setup que ça pour vous montrer des cartes à l'avenir. Je vais m'arranger pour la semaine prochaine. Mais c'est que le Pakistan donne directement sur la mer. Même chose pour le Myanmar, notamment, là, qui fait beaucoup l'affaire des Chinois avec le coup d'État qu'il y a eu récemment. La junte militaire est dans la poche des Chinois. Fait que la Chine n'a pas vraiment besoin de l'Afghanistan. Elle a besoin de la stabilité en Afghanistan. Mais est-ce qu'elle va profiter physiquement, financièrement des ressources? Ça reste une aventure extrêmement compliquée, là. Il faudrait qu'elle assure la sécurité de ses investissements, ce qui n'est pas tout à fait facile, coûterait extrêmement cher. Et la Chine est quand même elle-même une réserve énorme de terres rares. C'est pas comme s'il manquait de quoi que ce soit en termes de ressources naturelles. La seule chose qu'on pourrait dire que la Chine manque un peu, c'est de l'eau. C'est pas l'Afghanistan qui va les aider avec ça. Il n'y a pas grand-chose que l'Afghanistan peut offrir à la Chine à part une stabilité régionale, juste de ne pas être dans le chemin des autres. Quand je te parlais tantôt du Pakistan, moi, pourquoi je trouve que le Pakistan est peut-être pas nécessairement aussi gagnant qu'on le pense. Moi, même plus j'y réfléchissais, plus je pense que le Pakistan est le grand perdant de toute cette aventure-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, parce que là, si les Chinois se mettent effectivement à investir en Afghanistan, ils vont manger le lunch du Pakistan, carrément. Il y a une raison pour laquelle les Chinois avaient besoin du Pakistan, c'est pour rejoindre la mer, c'est pour notamment construire un pipeline vers l'Iran, être capable d'assurer son approvisionnement en pétrole de manière terrestre. Ça serait un gros gain pour les Chinois. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qu'ils visent. L'Afghanistan, là-dedans, n'a pas vraiment d'utilité. S'il y a une chose qui peut permettre, c'est de contourner le Pakistan. Donc, le Pakistan, s'il y a quoi que ce soit, ils vont vouloir éviter qu'il y ait de l'investissement chinois chez leurs voisins. Comment est-ce qu'ils vont intervenir pour le limiter? C'est une très bonne question. Ensuite de ça, tu l'as mentionné tout à l'heure un peu,
les Américains et les Pakistanais, c'est une relation extrêmement ambiguë depuis des années, là. Les Américains investissaient des milliards de dollars pour la défense pakistanaise, où on donnait littéralement, je pense que c'était 2 ou 4 milliards par année. C'était presque comparable à ce qui était offert à Israël, là, pour le Pakistan, pour qu'ils soient capables d'assurer leur défense et d'assurer le contrôle de leurs frontières avec l'Afghanistan et pour qu'ils, autant que possible, participent aux opérations antiterroristes. Trump avait mis fin à ces paiements-là parce qu'il croyait que le Pakistan était de mauvaise foi. Est-ce que ça a été relancé sous Biden? Très bonne question, mais une chose est sûre, ces Américains n'ont plus aucun intérêt en Afghanistan, ils n'ont plus aucun intérêt à aider le Pakistan. Le Pakistan qui pouvait utiliser ce leverage-là, ce levier pour avoir de l'argent et des ressources et de la bonne foi des Américains et de la patience, que Washington se bouche le nez dans ses affaires avec le Pakistan, là, ça va être plus compliqué. Là. Qu'est-ce qu'a à offrir le Pakistan vraiment? Pas grand-chose quand tu y penses. Continue ensuite avec la lutte régionale autour. L'Afghanistan est un joueur énorme qui est capable à lui seul de connecter avec l'Iran, de jouer une relation avec la Chine, de venir être un acteur régional supplémentaire qui possiblement, en fait fort probablement, va être hostile aux intérêts du Pakistan, beaucoup plus que les États-Unis qui sont officiellement alliés, qui permettent la sécurité de l'Afghanistan juste à côté, qui va avoir des flux de réfugiés. Ce ne sont pas la Chine à travers le corridor de Wakhan qui est large comme 14 pouces puis qui est bourré de montagnes et de limites naturelles. Ça risque d'être les pays comme le Tadjikistan, comme l'Ouzbékistan qui voient déjà des flux de réfugiés, mais aussi le Pakistan. Fait que le Pakistan, moi, au début, je le voyais presque comme gagnant. Puis plus ça va, justement, au contraire, le Pakistan se retrouve avec une moi, ce que je me demande, pour faire du millage là-dessus, c'est justement par rapport encore à la relation entre les États-Unis et le Pakistan, puis le fait que les Pakistans, soudainement, ils ont peut-être rien à offrir aux États-Unis, en tout cas beaucoup moins à offrir. Une des choses qui a toujours préoccupé les États-Unis par rapport au Pakistan, c'est le fait que le Pakistan a la bombe nucléaire, a l'arme nucléaire. Puis que la crainte qui a toujours motivé les États-Unis, si on veut, à interagir avec le Pakistan, puis s'assurer que l'État pakistanais demeure fort, c'était que justement, ils voulaient pas que l'arsenal nucléaire pakistanais tombe entre des mauvaises mains s'il fallait que l'État s'effondre, puis que plein de groupes terroristes mettent la main là-dessus, puis ça devienne le bordel complètement dans la région. Mais là, le fait est que la collaboration entre la Chine et le Pakistan fait en sorte que le Pakistan n'est plus un État fragile, je veux dire. Ils ont vraiment beaucoup d'enjeux à l'interne, là. Vraiment on va dire des tensions sociales importantes, puis une dépendance de plus en plus lourde envers les États-Unis, mais envers la Chine, pardon. Pas menacé de l'effondrement. Mais l'État est pas menacé de s'effondrer. Ce qui fait que pour les États-Unis, être eux, moi aussi j'évaluerais ça. Je mettrais ça dans le plus en me disant la menace, c'est-à-dire la crainte que vous aviez, les États-Unis, de voir l'arsenal nucléaire pakistanais tomber entre les mains de groupes terroristes qui profiteraient de l'effondrement de l'État pakistanais. Cette menace-là, elle n'existe plus. Ce qui fait que, à quoi ça sert vraiment dans ce cas-là d'être en relation avec les Pakistanais, alors que vous savez en plus que vous misez beaucoup sur votre alliance avec l'Inde dans le conflit avec la Chine, puis que si vous voulez plaire à l'Inde, à un moment donné, il va falloir que vous lâchiez le Pakistan, parce que l'Inde, là, elle est vraiment écœurée là, de cette dynamique-là, où les États-Unis sont tout le temps en train de devoir... Tu sais, pendant qu'Anthony Blinken... Ouais, ça, vraiment. Intéressant, pendant qu'Anthony Blinken, j'avais trouvé ça intéressant comme correspondance dans les dates, pendant que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, était à New Delhi en Inde pour parler donc des enjeux, pas juste de l'Afghanistan, mais surtout de l'Afghanistan. T'avais le chef de l'agence de renseignement pakistanais qui était à Washington pour discuter avec son équivalent là-bas du CIA, de discuter de la situation de l'Afghanistan. Fait que là, c'était comme, t'avais vraiment les États-Unis qui étaient sur le front indien, sur le front pakistanais. Mais tu sais, en Inde, là, il doit vraiment être comme, OK, là, c'est parce que, c'est-tu nous vos alliés ou c'est pas nous? Parce que nous, le Pakistan, vraiment, là, on n'est plus capable. On est vraiment plus capable de ça. T'sais. Fait que les États-Unis vont peut-être réévaluer leur posture, puis je ferais, encore une fois, pour faire du ménage, ce que je te disais, effectivement, ça aurait de l'allure de penser que le Pakistan pourrait se retrouver comme le grand perdant à long terme. Ou à moyen terme, même, là, peut-être, là. Ouais. Ben, si on prend, comme je te dis, c'est que si on le regarde immédiatement comme ça, on est comme, le Pakistan est mort de rire. Mais tu sais, quand on prend beaucoup d'altitude, on se dit, ouais, dans le fond, non, Pakistan à long terme, c'est que tu viens d'y enlever un grand garant financier. Là, il se retrouve extraordinairement dépendant de la Chine. Ça, faut être clair aussi, là. C'est quoi qui est en train de se passer? C'est indépendamment de ce qui se passe avec
les États-Unis, la Chine est morte de rire sur beaucoup d'aspects, là, notamment là-dessus. Son influence sur le Pakistan vient de décupler, parce que le Pakistan, qui a fait de sa stratégie classique de jouer Washington contre Beijing et de voir qui allait lui offrir la meilleure main, qui allait être le meilleur partenaire. Ça embêtait beaucoup Washington. Les Chinois sont un peu plus prêts à jouer à ce jeu-là. Ils sont un peu, parce qu'ils savent qu'ils gagnent presque systématiquement. Les prêts sont meilleurs, les moins de conditions, ils sont moins tannants avec les droits humains. En général, les Chinois, pour un pays comme le Pakistan, sont un meilleur partenaire, surtout aussi pour commercialement, l'influence régionale, les Chinois sont beaucoup plus importants, ils investissent massivement au Pakistan et parce que ça leur permet justement d'atteindre la mer puis d'ouvrir One Belt, One Road. Si on regarde un peu, moi je voudrais qu'on explore les Américains. À quoi ressemble la situation pour les États-Unis maintenant? Parce que tu l'as touché un peu avec la baisse du moral, avec les alliés qui regardent ça. Mais là, je pense que c'est plus explicite que jamais pour tous les alliés à quel point les Américains sont intéressés seulement à leurs propres intérêts et encore plus que ça, qu'ils sont prêts à compromettre rien de leurs intérêts pour le bien de la coalition ou de leurs alliés. Écoute, la scène qu'on a vue en Afghanistan où on voit des ambassades alliées être évacuées après l'ambassade américaine, c'est surréaliste. C'est complètement contre tous les codes, contre toutes les... Normalement, les Américains auraient dû au moins avoir la décence, la classe minimum d'évacuer ou d'assister à l'évacuation des ambassades alliées, les Britanniques, les Français, les Canadiens, de s'assurer que tous les journalistes qui veulent sortir du pays sont en mesure de sortir du pays. Et ça qu'ils ne l'aient pas fait, ça ne pouvait pas être plus explicite pour tout le monde à quel point, on était juste des pions. On était là juste pour avancer vos intérêts, prêter de la légitimité à votre intervention. Seconde que vous avez fini avec nous autres, vous n'avez même pas pris la peine de nous appeler pour nous le dire. Que vous en alliez, que vous étiez en train de sortir du monde par hélicoptère. Il était même pas, écoute, ça c'est hallucinant qu'il n'y ait pas eu de collaboration des Américains avec les autres ambassades, qu'on ne s'est pas assuré. On l'a fait à la dernière minute, où là on a aidé puis on a coordonné un peu. Mais le manque de coordination, le manque de décence et de classe dont les Américains ont fait preuve, c'est quelque chose dont tous les alliés vont se souvenir pendant très longtemps. Pense à la Chine un peu, qui depuis le début présentait l'Afghanistan comme un peu ce pays persécuté. Le peuple afghan et les talibans d'une certaine manière, comme toute la somme d'un peuple persécuté par l'OTAN, par les États-Unis. Je me souviens une des plus grandes sources de tension entre l'Australie et la Chine, c'est justement cet ambassadeur chinois ou ce diplomate chinois qui avait tweeté une photo d'un soldat afghan sur le drapeau d'un soldat australien couché avec un enfant afghan là, ensanglanté. C'était extraordinairement grossier, vulgaire, puis ça avait choqué les Australiens qui avaient demandé des excuses officielles, etc. Mais c'était un peu dans la narrative chinoise, de présenter le peuple afghan ensanglanté par l'intervention américaine et qui a donc bien besoin d'aide. Là, tu vois les Chinois pivoter vers une relation amicale avec les talibans, une relation de bonne foi, à dire on n'est pas d'accord avec comment vous gérez vos affaires. On s'entend, on persécute nos propres musulmans dans le Xinjiang parce qu'ils veulent vivre comme des musulmans. On s'entend, c'est pas comme si Mais s'il y a une chose que la Chine respecte à tout prix, s'il y a une chose dont la Chine fait la promotion sur la scène internationale, c'est de la souveraineté étatique. C'est du droit de faire ce que vous voulez chez vous. Fait que si on se met à la place des Chinois qui regardent en ce moment ce qui se passe en Afghanistan, eux, ils voient strictement leur intérêt. Ils voient strictement comment est-ce qu'on fait pour être les gentils. Et ils ne jouent pas pour une audience à l'international, ils jouent pour une audience locale. Ils jouent pour l'audience chinoise. Que là, ils disent à tout le monde, vous voyez, là, les Américains s'en vont, checkez ça. Regardez là, ce qu'ils ont laissé en arrière. Là, on va y aller. On va aller investir, on va se mettre chum avec le gouvernement, on va essayer de stabiliser le pays un peu. Mais tu sais, les Chinois le voient, c'est même plus comme... J'ai rencontré quelqu'un avant hier, en allant vers l'épicerie, un fan de 7 jours sur Terre, qui me disait « Ouais, est-ce que les Chinois vont vraiment faire ça? C'est comme honteux d'aider les talibans. » Non, pas dans leur mindset. Quand tu le vois dans cette narrative-là, pour eux, c'est comme... C'est leur responsabilité, c'est le devoir de la Chine d'aller dans sa sphère d'influence pour réparer les pots cassés des Américains. Et comme tu disais tantôt, talibans, là, il y a moyen de faire un win-win. Là. Ils ont besoin,
j'écoutais un reportage Al Jazeera sur la situation sur le terrain. Tu vois, les gens essaient de sortir de l'argent des caisses. Ça fait des semaines que les soldats n'ont pas été payés, que la police n'a pas été payée, que les profs sont plus payés nulle part. Oh, Là, ouais. il y a ça à régler d'abord. Là. Tu comprends? Pour les talibans, là, prends du cash. Cash. Ouais. Il faut mettre du gaz dans un troc. Mani, comment tu fais? Ces questions élémentaires là. Il va falloir acheter de la bouffe. Ça prend une infusion de cash, un prêt, quelque chose. Qui va leur prêter? Ce sera pas la Russie pour l'instant. Ils ont l'air à dire on va vous reconnaître down the line, mais peut-être pas tout de suite. Les Chinois, c'est les plus rapides à le faire parce qu'ils voient très bien ce moment-là, là, ce moment critique que les talibans vont probablement se ramasser dépendants de l'influence chinoise parce qu'ils vont vouloir un peu essayer de survivre, ne serait-ce que dans les premiers mois, avoir de l'argent, avoir des ressources. Les Chinois ont le capital. Les Chinois ont les compagnies d'État pour l'exploiter. Ils ont les grosses drills à 2-3 millions pour rentrer ouvrir une mine. Ça, les Afghans ne l'ont pas. Puis ils l'auront pas d'ailleurs. C'est pas les Iraniens non plus qui vont les faire des projets des mesures en Afghanistan. Fait qu'il faut voir que la Chine, au-delà de la sphère d'influence, au-delà de la projection géopolitique, au-delà de tout ça, c'est important pour le monde entier que la Chine vienne remplir le vide. Exact. Sans ça, c'est clair que c'est la guerre civile à l'infini. C'est clair que c'est une crise humanitaire sans précédent, des réfugiés par centaines de milliers. La seule manière d'éviter ça, faut que quelqu'un arrive là avec de l'argent, de la volonté, puis un peu de patience. Les seuls qui en ont dans la région, ça va être les Chinois. À quel point ils sont prêts de le faire. C'est pour ça que tu vois les talibans là, montrer patte blanche, être donc bien gentils avec la Chine aussi. Premier point qu'ils ont sorti, c'est qu'ils ont dit, là, en passant, là, partout dans le monde, les musulmans, vous êtes nos amis, en parlant, les talibans, ils disent, partout dans le monde, on va vous appuyer, mais on ne va pas s'impliquer dans les affaires internes de la Chine. Écoute, c'est un gros clin d'œil pour dire, les musulmans, le Xinjiang, on va rien dire, on va pas s'impliquer, on est vos amis, on ne va pas se mêler de vos affaires. Ah oui, fait que, ça fait je pense partie qu'il des y a un premières win-win à conditions faire. que la Chine a mis sur la table pour ne serait-ce que entrer en relation avec les talibans. Ils ont dit, on est prêt à faire des affaires avec vous. Mais deux choses. Premièrement, votre pays, là, ça va pas devenir un foyer là, d'infestation de groupes terroristes parce que vous êtes à la frontière de notre pays, puis nous autres, on n'a pas envie de gérer ça, là, des espèces de conflits de guerre civile à l'infini. Là. Puis deuxième affaire, vous arrêtez de soutenir, tu sais, genre l'air de rien, là, les Ouïghours, là, ben le ETIM, là, le groupe souverainiste terroriste ouïghour là, qui opère au Xinjiang, c'est comme vous arrêtez ça. On peut s'entendre sur ces deux choses-là. Les talibans ils ont fait on a comme pas le choix, hein. Puis la Chine a dit non. C'est ça. Puis écoute, il va aller encore plus loin. Je te mets un petit 2. Que l'Afghanistan va signer un traité d'extradition avec la Chine pour les ressortissants ouïghours qui vont fuir le Xinjiang. Ça a été la condition élémentaire, condition sine qua non à toutes les autres partenariats dans la région, avec l'Ouzbékistan, Tadjikistan, tout le monde. Tu veux faire des affaires avec les autres? OK. Mais là, tu as une frontière. Ils n'arrêtent pas de se sauver chez vous. Ouais. Si jamais on sait qu'il y en a, tu nous les renvoies et ils n'auront pas un mot à dire. Fait que je dirais même, comme tu dis, j'irais encore plus loin. Là. Je pense que la relation va être même une de dépendance puis Vraiment. Tantôt, quand tu as commencé là-dessus, tu as commencé par parler des États-Unis puis des Américains puis comment ça avait comme pas de classe, là, comment ils avaient traité les autres. Là. Comment justement les autres diplomates, les autres ambassades des autres pays. Puis ça me faisait penser aussi à une autre chose là, sur laquelle il faut quand même se pencher, là, c'est au sein même des États-Unis. J'en avais glissé un mot, je pense, un peu là, par rapport au fait que le dossier de l'Afghanistan, ça représente c'est comme t'es un diplomate américain, là. L'Afghanistan, c'est un argument de plus pour ne plus vouloir être un diplomate américain. Là, toute la liste, là, pour la faire vite, là, pour ceux qui nous suivent un peu, ça va vous rappeler de quoi, là, mais le démantèlement du réseau de la CIA en Chine. En Russie, le fait que 90% de l'effectif diplomatique américain a été coupé. Le syndrome de la Havane. Bon, je veux dire, tout ça, là, c'est toutes des choses qui font en sorte que les diplomates ou les jeunes Américains qui sont en formation dans les universités parce qu'ils ambitionnent de devenir diplomates américains sur la scène internationale, tout ça, ça te décourage, t'as pas envie. Écoute, t'imagines, t'es un diplomate que t'as passé, mettons que t'as pas passé 20 ans, mais mettons que t'as passé 10 ans, là, 12 ans en Afghanistan, à travailler fort, là, à essayer de
mettre en place toute une façon de faire, puis de te déployer tes efforts, là, en tout cas des efforts, des ressources incroyables. Puis ça finit par en complètement, genre, ben, le même mépris que les États-Unis, dans le fond, ont eu avec les autres pays du monde. Ils l'ont comme eu avec leur propre personnel aussi, en faisant comme, hey, tous vos efforts, là, c'est fini. On vous a même pas averti. Ciao, bye, la porte est là. Là, on s'en va, là. Puis l'avion, il est tout de suite. Il décolle. Sinon, vous sortez pas du pays, genre. Oh, quoi? Tu sais, t'as plus envie, là. Tu sais, quand tu t'es investi pendant 10 ans comme ça, là, puis tu vois que ça a donné rien pantoute. C'est quoi ta motivation à vouloir, après ça, participer à toute cette espèce de grande... toute cette diplomatie-là? Non, c'est là. clair. T'as absolument raison. Il y a un élément de démoralisation, puis j'avais vu quelque chose qui m'avait fasciné aussi, qui m'ont... apparemment que les agents du renseignement cubains ont une facilité extraordinaire à convertir des agents de renseignement américains. Sérieux? Puis à leur faire tourner le capot. Apparemment que c'est archi facile. Puis là, je dis, écoute, c'est sûr qu'il y a un élément là-dedans quand c'est une question de ressources, puis qu'est-ce que tu déploies, qu'est-ce que tu es prêt à mettre dans une certaine valeur qui sont plus accessibles ou encore, je sais pas. Mais ça t'en dit long quand même sur le niveau de patriotisme du département d'État américain, la CIA, des services de renseignement qui, effectivement, n'arrêtent pas d'en manger sur le menton depuis plusieurs années. Le recrutement s'en arrache énormément. Je voyais quand tu parlais du syndrome de la Havane que là, les diplomates américains puis les ambassadeurs regardent où il y a eu des incidences du syndrome de la Havane puis ils refusent d'être déployés là-bas. Mais là, à un moment donné, là, à quoi bon être déployé au Moyen-Orient? À quoi bon? À quoi bon être déployé dans un pays qui là, dit c'est important. Là, surtout en plus, là. OK. Ben, là-dessus, je veux ajouter une pensée pour Joe Biden quand même. Là, parce que on le magane un peu depuis tantôt, là, à présenter un peu le retrait américain comme une catastrophe. C'est une catastrophe logistique, là, d'abord et avant tout. Une catastrophe de prévision, d'exécution. Ça a été mal fait. Il y aurait moyen d'avoir un scénario qui n'aurait même pas fait les nouvelles, où les Américains seraient juste sortis comme ça, puis on aurait su dans 1 mois que le gouvernement était finalement tombé, puis qu'il y avait des négociations avec les pays autour, puis ça n'aurait jamais fait un aussi gros splash dans les nouvelles. Donc, pas le choix de s'empêcher, de respecter un peu Joe Biden, qui garde le cap. Parce que, tu sais, s'il y avait toutes les raisons du monde là, de dire on va en laisser 1000, on va en laisser 2000 ou un petit peu. Tu sais, ils sont arrivés là avec des négociations entre les Afghans et les talibans. Ça allait nulle part. Ils ont choisi d'essayer autant que possible jusqu'à la dernière seconde, mais c'était clair que ça allait pas fonctionner. C'était depuis Donald Trump qu'on savait là, que c'était terminé l'Afghanistan. Depuis que le retrait était annoncé, qu'on avait lancé des négociations. C'était comme une reconnaissance informelle du gouverneur des talibans comme d'un groupe puis d'un acteur politique légitime en Afghanistan. C'était déjà une défaite là, en principe. Biden a eu, je veux pas dire du courage, parce que les deux côtés, ça aurait été une catastrophe, mais il paie un capital politique incroyable pour ce qui est en train de se passer en ce moment. Il vient de renier de faire un X sur sa capacité à faire la guerre partout ailleurs que dans une urgence absolue là, pour la sécurité nationale. Oubliez ça, là, une guerre à quelque part pour avancer les intérêts américains. C'est fini, là. C'est fini pour lui, au moins, sa présidence. Sinon, son deuxième mandat, s'il y en a un deuxième ou qui que ce soit d'autre, cette administration démocrate va porter longtemps et même pour plusieurs républicains, vont porter la marque de l'Afghanistan. C'est un peu comme l'Irak et c'est un échec encore plus retentissant que l'Irak. Si on la regarde sur la durée, sur les ressources, sur le résultat final, c'est une vraie catastrophe. Fait que si tu le vois dans cette optique-là, pas le choix de donner un peu de crédit à Biden, de faire face à la tempête, puis d'accepter que l'alternative n'est pas plus préférable, même si le monde capote donc bien à Washington. Et tu sais, il y a un élément de réel politique là-dedans que je respecte, sans être d'accord, sans moi, saluer. Moi, j'avoue que Joe Biden, j'imagine qu'en ce moment, lui, il serre les dents parce qu'il sait qu'il va passer vraiment dans la bouette pendant un bon bout. Là. Mais je sais pas si on va le voir, ou parce que c'est probablement que ça sera pas très médiatisé, là, mais
moi, j'imagine quand même qu'au sein de l'appareil étatique américain, il y a des têtes qui vont rouler quelque part, là. Tu sais, Joe Biden, là, mettons, là, lui, il prend cette décision-là, puis il serre les dents, puis il a, comme tu disais, le courage, on va dire, là, d'avoir pris cette décision-là, puis de l'assumer, puis là, il va être, en tout cas, il va être détesté, en tout cas, tout le monde va, genre, le traîner dans la boîte pendant un bon bout, puis lui, il décide de se cramponner à tout ça, mais il y a quelque part, j'imagine que sa réaction, à un moment donné, ça a dû être, qui m'a briefé comme de la merde, là? Tu sais, genre, c'est qui m'a pas donné la bonne information? C'est qui? Ouais, il y a une question à poser. C'est ça. Pourquoi les renseignements américains n'étaient pas au courant comment ça se fait que de cette possibilité-là? Comment ça se fait que l'aéroport était pas... Tu sais, ça n'a aucun sens. Hein. L'aéroport, les scènes de l'aéroport sont opérationnellement injustifiables. Avec 6000 soldats sur le terrain, c'est injustifiable. Mettons, il commence sa journée, il y a une réunion, puis il y a tous les gros joueurs autour de la table. Là. Puis là, Joe Biden, il regarde tout dans les yeux, un après l'autre, puis il dit « Toi, tu m'avais dit que c'est ça qui se passerait, c'est pas ça qui est arrivé. Toi, tu m'as dit que c'est ça qui se passerait, c'est pas ça qui est arrivé. » Tu sais, il y a eu comme trop on dirait de mauvaises informations, de mauvais renseignements qui ont été communiqués, parce que clairement, Biden a pris une décision en fonction de renseignements qui ne se sont pas avérés exacts. L'évaluation a été complètement à côté de la traque. Puis, ce qui est étrange, c'est que tu te dis, mais bon sang, vous êtes là depuis 20 ans quand même. Il me semble que vous devez être, mais c'est ça. Votre situational awareness, là, votre état d'alerte là, sur la situation devrait être maximal, là, dans le fond. Là, je veux dire, vous connaissez tellement la situation en 20 ans, vous avez eu le temps de leur virer dans tous les sens, en théorie. Tu sais. Puis là, j'ai pris beaucoup de coups en dessous du nez sur notre vidéo, notre segment sur l'espionnage américain décapité en Chine. Puis tout le monde disait « impossible! » On les surestime vraiment, là. On le voit là. Les renseignements américains, c'est ça. Là. Ça fait 20 ans qu'ils étaient les pieds sur le terrain. Il y a des cellules de CIA à tous les 100 km². Le terrain est occupé à la grandeur par les renseignements américains. Satellites partout. Tout le monde est sous écoute. Ils savent qui sont les leaders talibans. Et quand même, ils sont incapables de savoir que le monde ne va pas se battre, qu'ils ont l'intention de laisser les armes, que Kaboul va tomber en dedans de 24 heures. Ça en dit long, là, sur l'état réel des renseignements, puis sur un moment donné, ils savent rien, ils n'ont aucune idée. C'est des informations fermes, il y en a très peu. Beaucoup, c'est de l'interprétation, puis surtout dans des situations comme ça, là, où là, tu deals avec 5, 6, 7, 8, 10 groupes différents qui ont tous des intérêts qui sont pas nécessairement alignés, et tu vois la négligence totale, ou plutôt l'arrogance des services de renseignement qui ont participé à la formation dans les dernières années là, du gouvernement afghan et des services de renseignement afghans et de tout ce qui est nécessaire comme apparatus de sécurité. La CIA, la NSA, tout ça a été très, très, très actif là-dedans pour construire une infrastructure. Mais ça... Eux autres aussi ont des questions à répondre. Là. Eux autres, c'est là que tu vois un exemple extraordinaire d'à quel point il faut pas les surestimer, leur capacité à réellement savoir ce qui se passe sur le terrain, leur capacité à vraiment prédire les événements. Pourquoi il n'y a plus personne en Chine? Probablement parce qu'ils étaient aussi incompétents qu'ils l'ont été en Afghanistan. Probablement que c'était facile de les repérer, probablement qu'ils ont dû les identifier après un certain moment. Et écoute, on se retrouve dans une situation qui peut pas être expliquée autrement que par écoute, il y a peut-être un changement de culture négligence qui va s'opérer au sein des services de renseignement, mais tu sais, je me souviens avoir déjà lu, je pense que je te l'avais déjà partagé, là, tu sais, une espèce de petite maxime là, générale comme quoi la Chine, elle, quand elle se projette dans l'avenir, puis qu'elle essaie d'anticiper un peu ce qui va se passer, elle met toujours la situation au pire pour elle. Puis les États-Unis, eux autres, quand ils se projettent dans l'avenir, puis essaient d'anticiper, ils le mettent toujours au mieux pour eux. Ils sont comme trop optimistes, trop confiants. Mais tu sais, c'est sûr que si tu as une culture institutionnelle au sein des services de renseignement, ou disons au sein du CIA, que quand tu es débarqué en Afghanistan, c'était toi le chef, là. Tu dominais complètement le terrain, mais complètement, là. Il y avait personne qui t'arrivait à la cheville, tu sais. Puis que tu as gardé ça dans ta tête pendant 20 ans, c'est sûr que t'as pas vu venir les choses. T'avais des lunettes roses, puis t'as pas été capable de véritablement voir la situation progresser. Fait que là, ils viennent se manger une grosse volée d'en face, puis ça va... Moi, je dis que ça pourrait provoquer un changement de culture dans l'institution, puis de faire comme, OK, on n'est plus les rois du monde. On est encore très fort, mais là,
c'est fini, là, ce temps-là. On n'est plus au lendemain de la guerre froide, de la chute du mur de Berlin puis tout ça. Là, on est passé à une autre époque. Ouais. Mais très généralement, là, si on le regarde sur un horizon de 100 ans, ça se pourrait qu'on ait assisté à un des moments marquants, tu sais, pas de la chute, mais disons Ouais. du ralentissement très certainement de l'Empire américain, puis de la domination, puis de l'hégémonie géopolitique américaine. Là, regardons quand tu regardes la carte là, de la planète, Ouais. l'Asie au complet, c'est la Chine. Au complet. Jusqu'en Iran. Part de Chine jusqu'à l'Afghanistan, toute l'Asie centrale, c'est l'influence chinoise. Il reste l'Inde à peu près. Sinon, tu as le Pakistan chinois, Myanmar chinois, Bhoutan chinois. Toute l'Asie centrale. Iran, alliés chinois, vont signer des accords de collaboration de défense. C'est toute l'Asie centrale au complet. Puis là, ensuite de ça, je serais curieux. Les Américains se retirent d'Arabie Saoudite. Commencent à lâcher les Saoudiens. L'Afrique. C'est impressionnant là, quand on regarde vraiment la situation. Puis tu prends du recul, puis tu penses à tous les dossiers que tu as vus d'influence chinoise dans les 2 dernières années. Et que là, tu regardes la progression physique à travers la planète. Là. Littéralement, là, qui part originalement d'Asie. On a essayé de penser peut-être qu'elle essayé vers les pays d'Asie de l'Est. Non, défoncer vers l'Ouest. Ramasser tous les pays arabes. Ils sont en train de ramasser l'Europe de l'Est. Tu sais, l'influence physique, là, la présence chinoise, puis la sphère d'influence géopolitique devient tellement grosse. C'est difficile à mettre en mots physiquement à quel point il occupe de l'espace. Le monde est rendu chinois. Il reste plus grand-chose qui est aligné avec l'Occident, avec les États-Unis. Là, il reste les pays de l'OTAN, et encore. Regardez la Regarde Turquie. même le Canada, man. Regardez des pays d'Europe de l'Est. Tu sais, c'est... Même le Canada, c'est ça, même le Canada, on pourrait s'exclure comme de moins en moins. Comme tu viens de le mentionner là avec l'Afghanistan, ça se pourrait que ça nous fasse réfléchir à 2 fois. Et pire encore, ça va donner une excuse à tout le monde. Souviens-toi en Irak, quand on voulait... il y avait les premières négociations avec les Alliés pour s'en aller en Irak. Le Canada, il faisait partie. Jean Chrétien a dit non. Notamment parce qu'il voulait que la France y aille. Si la France y va, je vais y aller. La France n'est pas allée. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une excuse. On voulait au moins une excuse de quelque part pour pouvoir dire non. L'Afghanistan, c'est l'excuse fantastique là, de dire, guys, on a été, vous n'avez pas un plan safe, vous ne nous avez pas défendu la dernière fois, ça a coûté de la réputation au Canada, ça a coûté des années de déploiement militaire. Exact. Ça ne nous tente plus. Tu sais, ça va être difficile pour une administration américaine de ne pas comprendre ça. Là. Yes. Merci beaucoup, Ben. Josh. Déjà notre heure de fête, encore une fois. Merci beaucoup à tout le monde qui suivent le salon exclusif. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. On vous prépare une émission donc pour cette semaine sur le dossier de l'Afghanistan. L'avantage qu'on a cette semaine, on va l'emballer avec un autre excellent dossier qu'on avait préparé, qui était censé sortir en fait demain. Puis là, on s'est dit dans le fond, quitte à sortir un segment demain d'une 20aine de minutes qui était sur le syndrome de la Havane, qui est vraiment extraordinaire en passant, vraiment très bon, qui est très, très intéressant. Aussi bien l'emballer avec le prochain épisode, avec la question de l'Afghanistan. On va faire un 20 minutes sur l'Afghanistan environ. Ça va faire un épisode très long, mais ce sera un de nos meilleurs parce que ce sera vraiment 2 excellents dossiers. Le syndrome de la Havane est déjà fait, puis l'Afghanistan, vous voyez à quel point c'est riche. Donc, attachez votre truc avec de la broche pour l'épisode 25. Probablement, là, que si je le vois comme il est là, que ça va sortir 1, 2, 3, 4, 5... soit dimanche soir ou soit lundi. En passant, on est au courant que c'est tout croche. Le but, c'est de ramener ça sur un horaire de dimanche aussi rapidement que possible. C'est vraiment juste que c'est Salut Ben, merci à toi.